Et comme invité, je reçois sur ce plateau le secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina Faso, le docteur Alfred Ouedraogo. Bonjour. Bonjour. Le Conseil des ministres du 2 mars 2016 a abouti à plusieurs mesures qui ont été prises dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant et des mesures qui vont être mises en œuvre le 2 avril. Parmi ces mesures, on pourrait compter la gratuité du dépistage des cancers de sein et du col de l'utérus, la gratuité des soins pour les cas de césarienne, des mesures que vous connaissez. Alors, quelle appréciation est-ce que le syndicat fait de ces différentes mesures prises? Merci bien, madame. Il faut dire qu'au niveau du syndicat, nous constatons que c'est vraiment ce virage social qui est en train d'être mis en place. Et nous ne manquerons pas, je veux parler de notre pays, d'être félicités à Genève lors de l'examen périodique universel devant le Conseil national des droits humains pour des avancées en matière de droit à la santé des populations. Cela dit, c'est très bien tout cela. Mais en tant que syndicat, nous avons également pour devoir d'attirer l'attention de l'exécutif sur un certain nombre d'aspects. Je veux aller pan par pan. Quand nous prenons la gratuité des soins de la femme enceinte, donc disons dès qu'une femme est enceinte, littéralement quand on dit gratuité des soins de la femme enceinte, ça veut dire que dès que la femme est enceinte, donc pendant les 9 mois, et cette femme bénéficiera d'un certain nombre de soins gratuitement. Également, l'accouchement va être pris en charge par l'État. Également, la césarienne. Et les enfants de moins de 5 ans pourront avoir une prise en charge gratuite. Tout cela est bien dit, mais seulement il y a des implications que cela va entraîner. D'abord, quand vous prenez au niveau des centres de santé périphériques, au niveau des communes, où il y a peu de médicalisation des centres de santé au niveau des communes. Donc, il va sans dire que très rapidement, l'exécutif doit trouver des ressources pour médicaliser les centres de santé au niveau des communes, pour que ces centres de santé puissent avoir des laboratoires, des radiographies, des laboratoires, pour pouvoir avoir une capacité, par exemple, de transfusion sanguine. Il ne faut pas oublier qu'une des causes de la mortalité infantile, c'est l'anémie. Et tant qu'on n'a pas une capacité de réponse vis-à-vis de cette anémie, bon, la prise en charge va être là, mais ça va toujours poser problème. Ensuite, au niveau des centres de santé, au niveau des villes, il faut dire que quand vous prenez un certain nombre de centres de santé, les CHU par exemple, le service du laboratoire, de l'imagerie, ce sont ces services qui dotent un certain nombre, qui permettent aux centres de santé universitaires d'avoir des ressources propres. Alors, ces ressources propres vont diminuer. Il va falloir que l'exécutif se hâte très rapidement à suppléer ce manque de ressources propres. Mais je veux également revenir sur la prise en charge du dépistage du cancer des femmes. C'est bien, quand on prend littéralement le dépistage du col de l'utérus, il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage pour les Africains qui est l'IVA-IVL, où on utilise du Lugol ou du vinaigre, entre guillemets, un dépistage qui ne se fait pas en Europe. Cela dit, ce n'est pas grave, en fonction de nos moyens, nous ferions avec ces moyens. Est-ce efficace tout de même ce dépistage-là? C'est discuté, mais le constat que nous pouvons simplement faire, c'est qu'en Europe, dans les pays développés, ce dépistage n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on estime qu'il faut faire le frottis. Mais il faut être réaliste. Dans notre contexte, on n'a pas suffisamment de spécialistes pour faire ce frottis. Mais là n'est pas notre préoccupation majeure. Notre préoccupation majeure est le devenir des femmes qui vont être dépistées. Sur un point de vue éthique, au niveau international, il n'est pas possible, il n'est pas admissible de dépister quelqu'un et que cette personne se retrouve à avoir un cancer sans qu'on prenne en charge cette personne. Donc, très rapidement,
pour accompagner ces mesures, il faudrait mettre un programme de prise en charge des cancers. De la même façon que l'État subventionne, par exemple, la dialyse, il faut subventionner la prise en charge des cancers. Il faut se rappeler que le traitement du cancer coûte excessivement cher et que le fonctionnaire, même moyen ou le haut fonctionnaire, n'a pas les moyens pour se prendre en charge dans le domaine du cancer. Du reste, quand on prend le budget des évacuations, c'est la prise en charge du cancer qui absorbe beaucoup, j'allais dire, le plus gros lot de ce budget. Alors, il faut un programme pour accompagner les malades du cancer dépistés. On ne peut pas les laisser comme ça. D'un point de vue éthique, cela est inadmissible. Aussi, il faut renforcer et aller très rapidement à finaliser le centre anti-cancer qui est déjà en route pour prendre en charge correctement les victimes. Alors, docteur, malgré les différentes mesures que vous estimez qui doivent être apportées pour soutenir ces mesures déjà prises par les autorités, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un début de changement de régime qui s'installe dans le domaine de la santé? Absolument, nous saluons cela. Comme je l'ai dit au début, on va nous féliciter. C'est un virage vraiment à gauche, un virage social qu'il faut féliciter. Mais pour que ces mesures ne soient pas de la poudre aux yeux, il faut un certain nombre de conditions d'accompagnement et je vais me résumer très rapidement en 5. Premièrement, on peut bien déclarer la gratuité des soins. Mais pour soigner une personne, il faut des médicaments. Très rapidement, il faut capitaliser l'échec de SONU, qui a même suscité la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, pour mettre en place une pharmacie hospitalière en tandem avec la CAMEG, pour résoudre le problème du médicament, mais aussi avoir un mécanisme de traçabilité des prescriptions et de la délivrance. Deuxièmement, quand vous voyez le plateau technique des hôpitaux aujourd'hui, ça ne peut pas répondre à cette gratuité. Quand vous prenez Yalgado, par exemple, le plateau technique est obsolète et les malades sont obligés d'errer partout dans la ville. Vous faites des examens, les malades se trouvent au niveau des couloirs. Donc, il faut un plan Marshall, j'allais dire, d'équipement de ces hôpitaux. Troisièmement, il faut renforcer la politique de formation des ressources humaines, évidemment. Et quatrièmement, il faut même revoir le statut juridique des hôpitaux pour que ces hôpitaux puissent être réactifs. Quand vous prenez une commande basique pour résoudre un problème dans un service, cela peut prendre 4 mois pour les procédures. Il faudrait résolument vraiment aller dans le contrôle a posteriori et aménager le contrôle a priori pour permettre aux hôpitaux de répondre correctement à cette politique. Pour finir, il faut des ressources humaines motivées, fidélisées, pour prendre en charge ces malades. Parce alors, sur la question des ressources humaines, il y a un concours direct et professionnel de 103 médecins généralistes qui a été lancé par le ministère de la fonction publique. Est-ce que vous estimez que cela est satisfaisant et suffisant pour résorber cette question de manque de médecins? Nous ne pourrions pas dire que c'est suffisant parce que tant que dans notre pays, on a des populations qui ne peuvent pas être consultées par des médecins, par des spécialistes, on n'aurait jamais suffisamment. Mais il faut le dire, c'est des avancées. Il faut féliciter ces avancées parce que quand nous prenons pour cette année, nous avons déjà 53 médecins plus 140 et 150 environ. On va se retrouver autour de 200 médecins et pharmaciens dont l'État envoie en spécialisation. J'allais dire que c'est de l'innovation, c'est à saluer, mais encore une fois de plus, nous ne devrions pas seulement former. Si nous formons des spécialistes et que nous ne arrimons pas cette formation à des politiques de fidélisation, à des politiques de motivation, nous allons former des spécialistes. Pour le privé, pour le cadre qui en recrute souvent 600, ou comme on le dit au Bénin, il y a plus de médecins béninois à la région parisienne qu'au Bénin. Alors, pour que ces spécialistes puissent servir le pays, puissent servir nos populations, il faudrait très rapidement aller dans une fonction publique hospitalière qui va permettre d'avoir un certain nombre de spécificités pour les médecins, parce que c'est vraiment un corps spécial. Le seul corps du reste où, après 8 années de formation, pour se spécialiser, il faut encore faire 4 à 5 ans. Il y a des spécificités et il y a plus d'une centaine de promotions, de corps, et il faut vraiment résolument aller dans ce sens pour que ces ressources humaines-là puissent travailler véritablement. Et sinon, nous allons avoir
beaucoup de spécialistes démotivés et nous allons avoir une tendance à contribuer fortement à la privatisation du système de santé. Docteur Ouedraogo, une autre question et très rapidement, vu la répartition des postes qui sont à pourvoir, on constate que l'anesthésie réanimation avec 9 postes, chirurgie générale 15 postes, pédiatrie 10 postes, pneumologie 7 postes. Est-ce que vous estimez que, vous qui connaissez ce domaine, que la demande correspond au poste à pourvoir? Il faut dire que les responsables de la formation des spécialistes ont fait un effort. Vous l'avez constaté, le président de la République a dû les rencontrer pour leur demander d'accompagner la politique nationale pour la formation des ressources humaines. Donc ils ont accepté suspendre la formation qui était en cours pour ouvrir d'autres postes. Mais les postes sont sous la contrainte de la limite d'accueil. Ils auraient voulu prendre 15, 20, mais il y a de limites d'accueil eu égard au plateau technique. Donc, du reste, pour ces formations, il faudrait que l'exécutif aussi accompagne ces écoles de formation de spécialistes de moyens pour que les ressources humaines puissent être formées en qualité. Cela dit, si les moyens viennent s'ajouter, peut-être que l'année prochaine, ces écoles-là vont pouvoir augmenter leur capacité d'accueil, parce qu'il ne faut pas aussi prendre beaucoup et ne pas pouvoir former qualitativement. Je crois que c'est cette contrainte qui a amené cela. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Merci d'être venu et répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de ce journal. Je recevais comme invité le docteur Alfred Ouedraogo. Il est le secrétaire général du syndicat des médecins du Burkina Faso. Et c'est avec lui que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.